Jonathan Rolland, première. Alors mon domaine d'étude, c'est la macroévolution, c'est-à-dire l'étude de l'évolution et de la diversification des espèces sur des temps longs, c'est-à-dire des millions d'années. Et j'étudie les variations de la biodiversité au cours du temps, par exemple les extinctions de masse ou les périodes pour lesquelles la diversification a été plus forte. Et on essaye de comprendre les grandes règles qui régissent la biodiversité et les raisons pour lesquelles il y a plus ou moins d'espèces dans certaines régions du monde. Alors je viens d'être recruté au CNRS, donc j'aimerais monter une petite équipe de recherche dynamique et travailler sur des écosystèmes préservés parce qu'il en reste, que ce soit dans les Pyrénées ou encore en Amazonie. Alors j'utilise de grandes bases de données en ligne et acquises sur le terrain qui regroupent des arbres phylogénétiques, c'est-à-dire des arbres de parenté entre espèces, des fossiles et la répartition des espèces actuelles. Alors à partir de modèles mathématiques, on reconstruit où étaient les espèces dans le passé et les variations du nombre d'espèces au cours du temps. On peut aussi tester si les variations du climat ou le nombre de continents ont affecté la spéciation ou l'extinction. Et ce qui ne nous facilite pas vraiment la tâche en ce moment, c'est que des millions d'espèces, la quasi-majorité reste encore à être décrite. Donc, surtout dans les tropiques, qui sont particulièrement étudiés par mon laboratoire. Ah, je crois que je suis un peu têtu. Oui, il y a beaucoup plus d'espèces dans les tropiques qu'au niveau des pôles. Et de manière générale, les gammes de températures chaudes et les précipitations ont tendance à favoriser la biodiversité. Et ce qui est moins connu du grand public, c'est qu'il y a environ 50 millions d'années, les températures étaient beaucoup plus chaudes au niveau des pôles. Donc il y avait des palmiers, des crocodiles, puis notre planète s'est progressivement refroidie, jusqu'à aujourd'hui avec la création des calottes polaires. Un des principaux scénarios pour expliquer la richesse des tropiques, c'est que les espèces tropicales auraient suivi le refroidissement, progressivement vers les tropiques et se retrouveraient maintenant regroupées dans les zones tropicales. Alors on aimerait bien prédire le futur avec la macroévolution, mais c'est encore très difficile. Alors on essaye de plutôt comprendre quelles sont les grandes tendances à grande échelle et par exemple on se rend compte que les espèces vulnérables ne sont pas distribuées au hasard dans l'arbre du vivant. Ça signifie qu'il y a certains groupes qui sont particulièrement touchés. On pense par exemple aux espèces de grande taille qui sont plus sujettes à l'extinction parce que leur taux de reproduction est particulièrement faible. Et pour le réchauffement climatique, ce qui complique un peu les prédictions, c'est qu'il est 10 fois plus rapide que les changements de climat passés au cours des 60 derniers millions d'années. Donc on s'attend par exemple à ce que les espèces généralistes s'en sortent mieux que les espèces spécialistes, quand le milieu est perturbé par exemple. Alors je pense que j'aurais bien aimé vivre au moment où les scientifiques savaient tout faire, de la biologie, de la physique, de la chimie, au temps de Darwin il y a une centaine d'années. Alors c'est peut-être quand mon premier article de thèse a été accepté dans un gros journal avec ma directrice de thèse. La révision de l'article avait été longue, compliquée et ça a été un grand soulagement. C'est difficile d'établir des règles, mais on peut dire que l'évolution fait de la récup. Alors il faut imaginer que l'ancêtre des baleines, c'était un mammifère terrestre, qui ressemblait un peu à une sorte de chien, un chevreuil. Et au cours de son évolution, cet animal s'est adapté au milieu aquatique. Il a perdu ses pattes arrière, son nombre de vertèbres a augmenté, mais il a aussi conservé des contraintes, comme la contrainte d'aller respirer à la surface. Ce que n'ont pas, par exemple, les poissons avec des branchies. Et donc il ne faut pas, je pense, voir l'évolution comme un processus finaliste, mais plutôt comme un processus d'essai-erreur, où il y a beaucoup de déchets. Plus de 99% des espèces qui ont vécu sur la planète sont maintenant éteintes. Donc il faut voir toutes les espèces qui partagent ce monde avec nous comme les heureux survivants de ce processus. Alors j'aime beaucoup Into the Wild, mais avec une fin un peu plus heureuse. La Nouvelle-Zélande, pour ses paysages et toutes ses espèces endémiques. Alors oui, bien sûr, donc la première chose, je pense, dans son jardin, c'est d'être attentif à tout ce qui nous entoure. Il y a vraiment de la vie partout. Pour les petites astuces, on peut faciliter le déplacement des espèces entre jardins, comme les hérissons qui sont en déclin en ce moment, en laissant des clôtures ouvertes. On peut aussi mettre des hôtels à insectes, laisser des zones de friche, des zones de bois mort, tenir son chat et son chien, ils peuvent faire aussi du dégât. Et passer du temps dans la nature, on a encore la chance d'avoir des milieux naturels magnifiques en France. Et il faut savoir que si nos enfants passent du temps dehors,
Ils auront envie de protéger cet environnement et les espèces qu'ils reconnaissent. Et parce qu'en les protégeant, on protégera aussi toute leur histoire évolutive. Et quelque part, c'est aussi notre histoire. Alors c'est pas une question facile, mais peut-être voler pour pouvoir voir la Terre d'en haut sans se fatiguer, ce serait pas mal. Alors ça serait des chaussons d'escalade, une guitare et un vélo. Bon, je sais, c'est un gros sac à dos.